Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons les gaz de couche. À l'heure où le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, annonce l'interdiction de tout nouveau projet d'exploitation d'hydrocarbures, il se passe de bien drôles de choses en Moselle. Nous sommes à La Chambre, près de Saint-Avold, avec un administrateur d'Appel 57, l'association de protection de l'environnement local 57. 57 comme le département de Moselle, bien sûr. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Jacques Lagabriel, bonjour. Bonjour. On est ici chez vous, à votre domicile. Alors, on ne va pas donner l'adresse exacte. Après tout, on verra que le sujet reste quand même assez sensible. Jacques Lagabriel, j'aimerais que vous démarriez ce reportage en nous expliquant, en partant du début, quelque part, on pourrait dire pourquoi nous sommes là. Voilà. Quel est l'enjeu, quelle est la situation aujourd'hui, ici, près de Saint-Avold? On est donc sur le plateau lorrain, à l'extrémité est du bassin parisien, tout près de la frontière allemande. Et donc, dans notre zone, a été exploité, dans la dépression qu'on appelle la dépression du Warnt, le charbon. Et ce charbon, l'exploitation a duré environ 150 ans, a commencé dans les années 1820 par là. Les premiers rendements sont sortis dans les années 1850 et à l'époque, c'était à 300 mètres d'altitude, de profondeur, pardon. Donc le charbon était assez facile à exploiter. À la fin, les houillères ont exploité à plus de 1000 mètres, donc dans des conditions très difficiles, vu le terrain extrêmement fracturé et des plis extrêmement... Il y avait les dressants, il y avait les platters, enfin il y avait toute une technique minière extrêmement pointue qui faisait d'ailleurs que les mines des houillères de Lorraine étaient connues dans le monde entier pour leur capacité à résoudre des problèmes très difficiles. Donc, tout ça est aujourd'hui entièrement arrêté. Tout s'est arrêté en 2004. La montée du pétrole à bas coût a fait que l'exploitation des houillères étant extrêmement chère, a fait que l'exploitation a été arrêtée en 2004 et a laissé beaucoup de malheurs en fait, puisque brutalement une mono-industrie s'est arrêtée, un peu comme le bassin sidérurgique. Et donc nous sommes environ entre 300 et 400 km² ici dans la région. Donc il y avait une main-d'œuvre très importante. Et brutalement, bien qu'il y ait eu des efforts de la part des gestionnaires de l'État pour faire venir d'autres entreprises, donc notre région a perdu énormément de monde et le prix de l'immobilier a baissé de 30 à 40% en l'espace de 20 ans. C'est impressionnant. Un contexte social pas simple, très difficile et un contexte écologique aussi très très dur, puisque les petites rivières de notre secteur, du secteur du Warnt, sont les plus polluées du Grand Est. C'est-à-dire qu'on a des eaux extrêmement polluées. On a une nappe phréatique qui est quasiment polluée partout. Il est extrêmement difficile de trouver de l'eau de qualité dans les nappes phréatiques du Grès vosgien, de la région du secteur Forbach-Saint-Avold. Beaucoup de forages se font et sont arrêtés parce que l'eau n'est pas correcte. Alors les choses ne s'arrêtent pas là, puisque pour l'instant, il n'y a plus d'exploitation de charbon, mais d'autres menaces apparaissent, voilà. Jacques Lagabriel. Et donc comme la majorité des puits étaient sur ce Warnt, seuls deux puits étaient sur le plateau lorrain. Il y avait le puits de Folquemont et le puits de Fauchevillers. Et donc ces seuls puits ont fait que notre secteur n'a pas été touché, n'a pas eu d'impact, la mine n'a pas eu un impact très fort, il n'y a pas eu d'effondrement de terrain, il n'y a pas eu de catastrophe comme sur le Warnt où il y a la remontée de nappe qui est problématique. Donc on est dans un secteur un peu privilégié et donc on voit arriver des gens qui nous prévoient, si tout va bien pour eux, 4 à 500 forages dans les 15 ans qui viennent. Et alors ça nous pose des problèmes, c'est qu'on se dit déjà notre région n'est pas exempt de pollution. En rajouter encore, avec les risques qu'il y a, on trouve ça pas très très sérieux. Alors,
précisément, allons en profondeur, si je puis dire. Jacques Lagabriel, ces forages, ça concerne quoi et comment? De façon, alors on va essayer d'être pédagogique sans être trop technique, mais quand même assez précis. Alors ces forages consistent à faire un premier forage qu'on appelle un forage stratigraphique qui permet aux foreurs de voir exactement comment sont disposés les terrains et donc de repérer les couches de charbon intéressantes. À partir du forage stratigraphique, on fait un deuxième forage qu'on appelle un forage dirigé qui va permettre aux foreurs de suivre les veines de charbon. Parce que ce que l'on recherche, c'est du gaz. Et donc, le gaz, le méthane, est dans ces veines de charbon. Il est dans ces veines de charbon sous forme moléculaire. Et donc, il est extrêmement difficile à extraire du fait que, comme pour un gaz de schiste, la capacité du charbon à libérer ce gaz demande des forces très importantes. C'est calculé avec un système qu'on appelle les Darcy, qui montre que les charbons du secteur tournent autour de 1,75 millidarcy, ce qui donne une extraction des gaz extrêmement difficile. Et on est dans les zones de difficulté qu'on retrouve dans les gaz de schiste. Alors précisément, vous venez de parler de gaz de schiste. J'aimerais que vous nous fassiez la démonstration de la différence et puis aussi du grisou, qu'on a souvent tendance à confondre un peu ces trois éléments-là. Dans le cas d'un forage classique dans des roches magasins, on peut imaginer que cette roche magasin, on fait un forage vertical. On peut imaginer que ce forage vertical, on prend une paille et on met cette paille dans du jus d'orange. Il sera extrêmement facile d'absorber ce jus d'orange avec cette paille. Vous êtes d'accord? Jusque-là, je vous suis. Quand on est dans les gaz de schiste ou dans les gaz de charbon, c'est comme si vous mettez une paille dans une orange non pressée. Vous essayez d'enfoncer votre paille dans cette orange non pressée et vous essayez d'aspirer. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que vous aurez beaucoup de mal déjà à extraire du jus d'orange. Que si vous allez arriver à extraire tout le jus d'orange de cette façon-là, il faudra faire autant de trous dans votre orange, des trous à peu près tous les 3-4 mm dans une orange. Donc il faudra multiplier les puits pour arriver à extraire ce gaz qui est pris dans ce... Et alors la différence avec le grisou? Alors le grisou, c'est tout à fait différent, puisque le grisou, c'est le résultat du gaz qui s'est échappé du charbon pendant les exploitations. Pendant les exploitations, on crée des galeries de mines, on creuse dans tous les sens, vertical, horizontal. Donc forcément, on fracture les terrains. Et cette fracturation très importante des terrains fait que en fait, le gaz se dégage du charbon de la même façon parce qu'il a été considérablement fracturé. Là, on est tout à fait dans un autre système avec l'exploitation avec forage dirigé. C'est qu'en fait, on va forer des tubes qui ne vont pas faire plus de 10 cm, en gros, qui sont des drains qu'on va envoyer dans des veines. Et normalement, d'après la Française de l'énergie, en pompant simplement de l'eau qui est dans les charbons, parce qu'en fait, il y a toujours de l'eau qui vient de la nappe phréatique. La nappe phréatique n'est jamais étanche par rapport aux couches de charbon, donc il y a toujours des infiltrations. Donc on parle de charbon mouillé, qui normalement ne devrait pas l'être. Et ce qui fait que le fait d'envoyer ces drains dans les couches de charbon fait qu'en fait, on va ramasser très très peu de gaz et faire des dégâts environnementaux qui peuvent être très fréquents, puisque jusqu'à présent, les 3 forages qui ont eu lieu à Dibelin, Triclin et Fauchevillers ont été bloqués par des arrivées d'eau massives venant de la nappe parce que les drains dirigés avaient rencontré des failles non prévues. Pour se faire une idée le plus simple, Jacques Lagabriel, c'est qu'on aille avec vous voir précisément ces plateformes de forage qui sont pour l'instant plus des plateformes de recherche. Et puis on va voir sur le terrain précisément ce qui pose problème. Et on verra avec vous qu'ils sont de 2 ordres. D'une part, un problème de véritable démocratie, on verra que c'est peu de le dire, et puis aussi un problème environnemental. Des spaghettis, de la sauce tomate, dans la banlieue nord de Dijon. J'ai choisi la voie diplomate qui m'a évité la prison.
Ça fait 20 ans que je me cache et je pensais vivre bien moins. Le FBI remplit sa tâche, la protection d'un témoin. Repenti, j'ai trahi. J'aurais bien pu casser des pierres au pénitencier du Texas, mais je me finis à la bière dans un PMU bien moins classe. Tous les soirs on remplit mon verre et on rigole, on me salit quand je raconte les tours de verre, ma vie à Little Italy. Repenti, j'ai trahi. Mafioso jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les 2 points. Dans les premiers mois de ma planque, j'ai cru que ma vie serait la même, en recréant ce qui me manque de ma Sicile américaine. J'ai aidé quelques connaissances dans leur querelle de voisinage, 2-3 corps imbibés d'essence, quelques accidents de ménage. Repenti, j'ai trahi. Mes petits voisins, des frères et sœurs, me montraient leur carnet de notes. Je rencontrais leurs professeurs et prélevais quelques quenottes. Mais aujourd'hui je suis trop vieux, je m'occupe de mes hortensias. C'est étrange comme ils poussent mieux, qu'ai-je bien pu donc enterrer là. Repenti, j'ai trahi. Mafioso jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les 2 points. Dans les fourrés quelque chose bouge, j'aperçois l'ombre d'un sniper. Sur ma poitrine une lumière rouge, je t'attendais, je n'ai pas peur. Qu'on m'allonge sur mon lit, sur mon cœur une fleur d'hortensia. Je vais revoir le Stromboli, je vais oublier la mafia. Repenti, j'ai trahi. Repenti, j'ai trahi. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Jacques Lagabriel, on est ici, on vient d'arriver sur le terrain, on est sur la commune de La Chambre, près de Saint-Avold, et on est ici sur une vaste prairie, un peu un monticule, et on a à notre gauche un terrain clos de grillage. C'est ici donc cette fameuse plateforme de forage. Oui, donc cette fameuse plateforme de forage de La Chambre, qu'ils ont choisie en fonction du positionnement des couches de charbon en profondeur. Ils sont sur un anticlinal, c'est-à-dire une zone comme on peut imaginer le haut de la vague. Hein. Et donc ils ont considéré que cette position d'anticlinal était favorable à une fracturation naturelle de la roche supérieure à d'autres zones. Donc ils ont pris cet endroit comme pour faire leur exploration et en pensant que c'est peut-être le meilleur endroit. Alors on va essayer de raconter l'histoire, de continuer à raconter cette histoire, ma foi, assez extraordinaire des recherches de gaz ici, en particulier ici sur la commune de La Chambre. Jacques Lagabriel, expliquez-nous dans le détail les risques contre lesquels vous luttez
Et vous nous disiez, en venant en voiture, qu'elles sont de deux ordres, à la fois démocratiques d'une part et un problème environnemental. Expliquez-nous. On va peut-être s'avancer un petit peu, on aura comme ça une vue sur donc, la plateforme. Deux problèmes dans ce fonctionnement. Un problème démocratique et un problème environnemental. Un problème démocratique parce que l'entreprise qui exploite ces plateformes de forage et qui fait l'exploration a depuis 2004 introduit nos milieux administratifs et politiques, et ce qui leur a permis de pouvoir avoir des autorisations facilement et faire tout le processus de recherche leur a été facilité par une forme de complaisance de l'ensemble de nos décideurs, en fait. C'est aussi simple que ça. Pour autant, on ne peut que se réjouir pour eux, en tout cas, que les choses se fassent facilement. Après tout, tant mieux s'ils ont des entrées au ministère, rien d'illégal à ça. Néanmoins, m'expliquez-vous, Jacques Lagabriel, que les premiers forages ont démarré sans aucune autorisation. Voilà, les seules autorisations qu'ils avaient, c'était l'autorisation de la préfecture qui est le représentant de l'État dans la région. Donc, il a fallu attendre les problèmes sur Triclin de 2014-2015 pour que, enfin, on puisse savoir ce qui se passe vraiment, parce que personne ne savait ce qui se passait, personne n'était au courant, rien n'était dit. Et donc, il a fallu, pour faire les enquêtes publiques, il a fallu attendre la plateforme de la Chambre et les projets de plateforme sur Longeville pour avoir les premières enquêtes publiques. Et avant, c'était rien du tout. J'hallucine en vous écoutant, Jacques Lagabriel, parce que si on veut, dans sa propre maison, ajouter un garage ou créer une fenêtre, il y a tout un tas de procédures à respecter, le droit de l'urbanisme, les PLU. Et là, vous nous expliquez qu'en 2004, des camions arrivent, s'installent, commencent à faire des trous, et personne, les élus, vous avez des conseils régionaux, des conseils départementaux, vous avez des maires, vous avez des députés, des sénateurs, mais personne ne réagit. Ben non. Non, mais on laisse faire, on dit ça c'est l'État qui a décidé ça, on laisse faire. C'est-à-dire que apparemment les gens, même moi, hein, en 2004, en fait, jusqu'en 2014-2015, moi je travaillais, puisque je suis à la retraite maintenant, je travaillais, bon, je voyais ces gens faire des forages, je me suis dit, tiens, c'est des Australiens qui font des forages, ils cherchent du gaz dans les veines de charbon, je me suis dit, je leur souhaite bonne chance, parce que les houillères ont déjà essayé des tas de choses et ça n'a jamais rien donné, et puis voilà, je me suis pas intéressé au problème, c'est simplement à partir de 2014-2015 qu'on s'est intéressé au problème parce qu'il y a eu des gros débordements d'eau, des grosses fuites d'eau qui sont à Triclin, qui ont carrément comme un petit ruisseau qui arrivait au village, qui venait du forage. Donc il y a quelques personnes qui sont un peu affolées, quelques personnes qui ont commencé à lire les dossiers et qui se sont rendus compte qu'il y avait des choses un peu bizarres. Et donc c'est à partir de cette période-là que la préfecture, au niveau de l'État, bien sûr, ça a été décidé au niveau du gouvernement, forcément, a décidé qu'il y aurait des enquêtes publiques. Et ces enquêtes publiques nous ont permis de savoir qu'est-ce qui se passait, de pouvoir demander à la DREAL des documents, parce qu'on n'avait rien du tout. La DREAL, pour la Direction régionale de l'environnement. Oui. Et donc, à partir de là, on a pu commencer à lire des dossiers du BRGM, INERIS, enfin des tas de dossiers, et on a commencé à avoir une vision globale de ce qui se passait. Et donc, dans cette période 2004-2015, personne ne savait vraiment ce qui se passait, sauf les intéressés, bien sûr. Et à partir donc de 2016, avec la mise en bourse, le changement de nom de EGL, puis le nom de FDE et la mise en bourse de la Française de l'énergie, à ce moment-là, on a eu un dossier de 600 pages pour des autorités des marchés financiers. Hein. Et là, on a pu encore découvrir des choses. J'aimerais qu'on revienne là, précisément. C'est un cheminement, hein, c'est un long cheminement. Oui, on comprend bien. D'ailleurs, vous nous disiez, on en reparlera aussi, que ce grillage, par exemple, et puis le goudronnage de la plateforme, tout ça, vous nous disiez, c'est nous, c'est parce que vous êtes intervenu et donc la société est obligée de se mettre aux normes. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Jacques Lagabriel, sur précisément qui sont les promoteurs de ces forages, de ces recherches.
Qui sont-ils? Au départ, c'est des Australiens, puisque en Australie, il y a des exploitations de gaz de charbon, ou qu'on appelle, le vrai nom est coal bed methane. C'est très important parce que ça veut dire charbon, couche de charbon. Ça n'a rien à voir avec le grisou. C'est deux mondes totalement. Et la sémantique, que ce soit de EGL ou de la Française de l'Énergie, c'est de faire comprendre, de confondre, Créer une confusion, oui. créer une confusion sémantique permanente pour montrer que le gaz qu'ils exploitent, bien que ce soit du CH4 comme le grisou, Du méthane, n'est pas du tout la même façon d'exploiter. Le grisou est issu de la fracturation des mines pour les exploiter, donc des galeries, alors que le coal bed méthane, lui, le gaz de couche, c'est tout à fait un autre accès, c'est-à-dire qu'il faut des forages. On va en reparler, Jacques Lagabriel. J'aimerais que quand même vous continuiez à nous expliquer qui sont les gens, qui sont les promoteurs de ici, par exemple, en particulier, cette plateforme. Donc le promoteur, c'est Française de l'Énergie, donc, qui est rentré en bourse en 2016, qui est composé de 5 personnes dans la direction. Dans ces 5 personnes, il y a 3 financiers d'envergure internationale de très haut niveau qui sont très à l'aise dans le monde entier. Et puis nous avons un ancien directeur de l'Adréal qui a passé quand même une vingtaine d'années avant au BRGM et qui a été directeur de l'Adréal Alsace-Lorraine pendant une dizaine d'années, qui est à la retraite. Plutôt une bonne recrue, quoi. Et qui a intégré la Française de l'Énergie. Et puis nous avons une 5e personne qui est issue qui a travaillé chez Areva, qui a travaillé au sein de l'Assemblée nationale, donc qui est aussi tout ça des gens de très très haut niveau. Qui sont des lobbyistes, pour être franc. À la fois des très bons techniciens, parce que c'est des financiers de très haut niveau, donc, mais qui ont des entrées, on va dire, partout, quoi. Qu'est-ce que la création de l'association APL 57, les gens think tank, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans ce petit monde très fermé des gens qui savent, en fait. Et puis on va s'installer ici à la Chambre, où là les gens ne savent pas, et puis surtout ils ne vont pas s'intéresser à ce qu'on fait. Qu'est-ce que la création de l'association APL 57, Jacques Lagabriel, a provoqué ici précisément sur le terrain? Donc cette association, en fait, a démarré en 2015-2016, suite aux premières études auxquelles on a eu accès sur les études de faisabilité de l'installation des plateformes. Et donc, à partir de là, on a commencé à lire tous les dossiers officiels qu'on pouvait trouver, aussi bien les dossiers du BRGM, de l'INERIS, de l'Assemblée nationale, tout ce qu'on a trouvé d'officiel et de sérieux. On a commencé à lire tout ça, et les dossiers de l'AMF, enfin bref, pour avoir vraiment une vision. En 2015, il y a quand même eu aussi un beau dossier qui a été commandé par le CNRS sur les gaz de houille, qui est très bien, où il y a une quinzaine de personnes qui parlent de différents sujets sociologiques, géologiques sur le gaz de houille. Donc il y a une littérature très importante qui permet de se faire une idée de ce qui se passe. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père, en rentrant, avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond.
c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils, à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux je sais qui je suis. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Jacques Lagabriel, représentant de l'association, membre du comité de l'association Appel 57, on est avec vous ici sur la plateforme de La Chambre, la commune de La Chambre, tout près de Saint-Avold, en Moselle, où face à une plateforme de recherche et d'extraction de gaz, contre laquelle votre association se bagarre. On vient de voir avec vous comment cette démarche est une atteinte finalement au principe de base de la démocratie, mais j'ai envie de dire, c'est même pas le moindre des problèmes. Le vrai problème aussi, il est environnemental. Je propose qu'on continue un petit peu parce qu'on est ici du côté prairie et on a à notre gauche, là, pour le coup, eh bien, cette plateforme qui là maintenant est vide. Il n'y a plus rien. Il reste une torchère, il reste un peu de matériel, un gardien, je crois. Mais le site est pour l'instant abandonné en tout cas. Oui, il est en attente puisque les forages ont été faits et donc ils sont dans une période de test où ils pompent de l'eau et cette eau, en la pompant, devrait permettre au gaz qui est dans les couches de charbon de se désorber, c'est-à-dire de s'extraire de la roche pour monter et se mélanger à l'eau. Et donc ce système leur permet de savoir quelle quantité de gaz est en train de sortir du puits. Parce alors c'est vraiment là encore à la phase expérimentale. Voilà, là, ça fait 3 mois qu'ils sont en phase expérimentale à peu près. Et donc c'est des phases qui peuvent durer de 3 à 6 mois. Mais on n'a aucun résultat jusqu'à présent de ce qu'il y a. Il y a une torchère qui n'est pas allumée, donc ça veut dire qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de gaz pour le moment, mais bon, on ne sait pas. Là, on est complètement, on n'est pas du tout informé. Alors, sur le plan environnemental, qu'est-ce qui pose problème ? Qu'est-ce qui pose problème ? C'est que ces forages, pour exploiter les couches de charbon qui sont à 1200 mètres de profondeur, sont extrêmement intrusifs. C'est-à-dire que un forage classique dans un milieu pétrolier ordinaire qu'on appelle forage dans des roches magasins. On fait un trou et la pression naturelle du gaz ou du pétrole qui est dans cette roche magasin sort extrêmement facilement. Donc on fait plusieurs trous dans une roche magasin qui peut avoir une grosse surface, mais c'est
assez simple et ça se fait depuis, je crois, les premiers forages, ça doit être de l'ordre de 1920. C'est comme une énorme citerne sous terre. Voilà, en gros. voilà. D'ailleurs, on stocke du gaz dans ce genre de roches-magasins. Dans la région de Nancy, il y a un énorme stockage de gaz dans des roches-magasins. On injecte des gaz qui viennent de Russie ou de Norvège dans ces roches-magasins pour des régions stratégiques. Vous ne saviez pas ça? Ah ouais, non, mais Voilà, on en apprend tous les jours dans Durablement donc, Vôtre. en fait, ces roches-magasins, on peut aussi bien donc, les exploiter quand il y a du gaz, mais après les re-remplir pour stocker du gaz pour des régions stratégiques. On s'éloigne du sujet là. Voilà, non, mais c'est important. La Gabrielle. Alors, on en est toujours aux problèmes environnementaux. Oui, donc là, la différence, c'est que donc, là, on va faire un forage géologique pour repérer les couches de charbon, parce que bien qu'on sache à peu près où elles sont, il faut que ça soit extrêmement précis, puisque après, on va faire un deuxième forage pour aller de façon, comme les couches de charbon sont sur des pentes, et qu'il va falloir forer dans la couche de charbon. Or, la difficulté, c'est de rester dans ces couches de charbon et faire des forages qui ne sont plus du tout verticaux et donc relativement simples. C'est des forages qu'on appelle des forages dirigés ou des forages horizontaux, bien qu'ils ne soient pas horizontaux. Donc, c'est des techniques extrêmement pointues qui demandent des études préalables énormes et surtout un savoir-faire très compliqué. Et on va forer donc dans ces couches de charbon. Ils espèrent, parce que pour le moment, ils ont foré que 200-300 mètres par couche, mais ils espèrent arriver à forer sur la même couche des drains de 1 km. Parce que c'est en fait, ces drains qui devraient faire, mettons, 500 à 1 km, sont perforés. C'est pour ça qu'on sait. Donc c'est un forage plus ou moins horizontal, perforé. Et cette perforation va permettre au gaz de rentrer dans ces trous. Ça, c'est la technique. En quoi c'est un problème environnemental, la Gabrielle? Le problème fondamental, c'est la possibilité, s'il y a du gaz, s'ils arrivent à sortir du gaz, ce qui n'est pas sûr du tout, c'est que si ça marche, ils prévoient environ, dans les 10 ans, environ 400 forages. Et là, on n'est plus du tout dans quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que si on prend plateforme après plateforme, pour le moment, il y a eu celle de Diblin, échec. Il y a eu celle de Fauchevillers, échec. Celle de Tritelin, échec. Celle de la Chambre, on ne sait pas. Il y en a une à Pompierre. Et ça, il y en a une prévue à Fauchevillers. Il y en a plusieurs prévues. Donc, on ne sait pas trop comment ça va tourner tout ça. Des plateformes comme celle-là, si pour eux tout allait bien, il y en aurait 400. Voilà, si tout va bien, il y en a 400. Alors, au-delà du fait que ce n'est pas esthétique et puis que voilà, c'est bétonné, il y a aussi un problème, Jacques Lagrebel, avec l'eau. Ah bah oui. Donc, le problème, c'est qu'on augmente les risques de mettre la nappe phréatique en contact avec le sous-sol charbonneux. Parce que ce qu'il faut préciser, ce que vous n'avez pas encore dit, c'est qu'ici, les veines sont en dessous de la nappe phréatique. Voilà. C'est-à-dire qu'on a la nappe des Grévosgiens qui fait environ 600-700 mètres, et en dessous, on a du Permien, et ensuite, on a le Carbonifère. Et donc, on a la masse d'alimentation de l'eau dans la région, c'est la nappe des Grévosgiens. Et donc, cette nappe des Grévosgiens qui est déjà très, très polluée sur Saint-Avold, on n'a pas du tout envie qu'elle soit polluée dans notre secteur, qui, pour le moment, elle est correcte. Mais même, on a du mal à trouver de l'eau correcte, encore maintenant, dans les Grévosgiens. Une ville comme Forbach, paraît-il, je ne suis pas sûr de l'info, mais paraît-il, sera alimentée par l'Allemagne. Parce que les forages qui ont été faits autour de Creusval étaient extrêmement mauvais. Dû à l'exploitation minière. Voilà. Donc, je sais que des gens qui travaillent là-dedans m'ont dit qu'ils font parfois des forages pour chercher de l'eau, ils abandonnent parce que c'est pas bon. Ils vont à un autre endroit. La nappe de la région de Saint-Avold est déjà très polluée et qui est due essentiellement à l'exploitation minière des 150 ans précédents. On est donc là sur une zone, on va dire, sensible. Vierge. Pour l'instant vierge, mais sensible. C'est-à-dire que c'est un point de contact finalement entre du gaz et des nappes phréatiques. Oui. Et donc, si je vous ai bien suivi, Jacques Lagrebiel, c'est que en cas d'accident, évidemment, s'il y a 400 points de forage comme ça, ce sont 400 points de risque. De risque supplémentaire. Et on est sur une zone sur une thématique extrêmement sensible, puisque ça touche à l'eau. Mais aussi, ce qu'il faut peut-être préciser, Jacques Lagrebiel, c'est que l'entreprise qui est à la tête de ces recherches et de ces travaux a été subventionnée. Ah oui, et bon, c'est ça qui nous a un peu dégoûtés. C'est qu'on a appris que le conseil général régional, le nouveau conseil régional, a subventionné l'entreprise française de l'énergie à hauteur de 1,5 million d'euros.
Donc, pour être bien sûr du chiffre, je vais vous demander de le répéter. 1,5 million d'euros D'argent public. Voilà, d'argent public. Mhm. Donc, sachant l'origine des fonds de cette entreprise, qui est une entreprise totalement privée, il est quand même assez étonnant que de l'argent public aide ce type d'entreprise. Mais Surtout, je vais faire le surtout, naïf. non mais attendez, surtout, on a demandé des justifications, parce que moi je suis dans une association, quand on demande des sous à une commune, Bien sûr, on doit remplir des tas de papiers, Mhm. d'ailleurs, ce qui fait qu'on n'en fait plus, parce que voilà. c'est le but. Et ces gens-là, ils ont certainement fait une demande. Mm. On voudrait la lire, Mm. la comprendre. Mais vous avez ici Mais des on n'a conseillers. rien. Vous avez ici des conseillers régionaux. Est-ce que vous les avez saisis? Que disent-ils? C'est de l'argent public qui va à une entreprise privée, d'autant que j'ai cru comprendre qu'en termes de création d'emplois, il n'y en avait pratiquement pas. Donc c'est de l'argent public injecté dans une entreprise privée à vocation financière pour finalement se créer de la marge. Que disent les élus locaux? Rien. Ils disent rien. Les élus locaux sont des taupes. Ils ne disent rien. On ne les entend pas. C'est ahurissant. Ils font un bruit ahurissant, on va dire. Hein, ou c'est un silence ahurissant ou assourdissant, comme vous voulez. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Ils baissent les yeux. En gros, ils baissent les yeux. Est-ce que c'est une méconnaissance du dossier ou est-ce que c'est une volonté délibérée de ne pas savoir, de ne pas s'informer? Vous savez, dans des groupes humains, il y a des meneurs. Et ces meneurs, si dans ce groupe sont assez forts, tous les éléments du groupe vont les suivre. Et si un seul élément du groupe ne les suit pas, il est éjecté du groupe. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire la notion de groupe. On a un meneur dans une région, on a plusieurs meneurs qui imposent plus ou moins aux autres ce qu'ils doivent penser. Ça, on connaît bien, hein, c'est vieux comme le monde. Et donc, il y a une pensée commune. C'est comme ça que naissent d'ailleurs les systèmes totalitaires. Hein. C'est comme ça. Moi, des fois, je me dis, mais on est prêt à un système totalitaire tout doucement. J'ai l'impression que les gens sont d'une soumission, et surtout des gens qui sont chargés de protéger les populations, et en plus, ils sont muets, quoi. C'est ça. Ils ne s'expriment pas sur le sujet. Mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Well, Mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Oh, I feel like I'm knocking. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Feel like I'm knocking.
Jacques Lagabriel, on est de retour ici chez vous. Et puis sur le terrain, on a été assez surpris, peut-être un peu bluffé aussi par vos connaissances, notamment en géologie, mais je crois savoir que ça ne s'arrête pas là. Pour autant, ce n'est pas votre métier. On a bien compris que vous étiez à la retraite. La géologie, c'est loin d'être votre métier. Ben non, pas du tout. En fait, moi, j'ai été passionné puisque je suis dans une région où il y avait les exploitations minières. Donc, j'étais attiré par les terrils sur lesquels la mine envoyait ses terrains morts, en fait. Et donc, très, très jeune, j'ai commencé à ramasser les fossiles. Et puis, très jeune, j'ai eu une carte géologique. J'ai tapé du caillou, j'ai fait du terrain. J'ai acheté quelques bouquins. Et voilà, donc, on va dire toute ma jeunesse jusqu'à mon bac, c'était la géologie. Et puis, je suis rentré dans un monde tout à fait différent. Je suis devenu négociant en matériaux et transporteur, qui m'a pris énormément de temps. Et on veut dire que pendant une vingtaine d'années, j'ai contribué à développer l'entreprise. J'ai créé une famille, j'ai eu des enfants, j'ai construit une maison. Enfin, j'ai eu une vie très dense pendant les 20 premières années après mon bac. Et avant, j'avais passé un CAP de routier. Enfin, voilà, des choses diverses et variées, riche, qui à l'époque, en fait, n'étaient pas du tout un problème, puisque à l'époque, on ne se posait même pas la question de trouver du boulot. Du boulot, il y en avait, il fallait se baisser, être un peu courageux, Allez, il y avait du boulot. On va faire rêver. Donc, vous parlez de quelle époque, là? Je suis né en 1952, donc c'était dans les années 70-72. Donc, il n'y avait pas encore trop de chômage. On pouvait faire le parcours qu'on sentait, en fait. On n'était pas bloqué par... on ne se posait pas la question. C'était l'époque où les gens allaient à Katmandou en stop. On allait à Katmandou en stop. Moi-même, je suis allé quand j'étais jeune, je suis allé en Turquie en stop tout seul. Je veux dire, c'était pas... Un autre monde. C'était un autre monde. C'était un peu un monde d'insouciance, franchement. Et puis voilà, donc vers les 42, 45 ans, je me suis remis un peu en question parce que, en fait, de travailler 12 heures par jour, 70 heures par semaine, il y a un moment où on commence à fatiguer. Et donc, je me suis passionné pour la botanique. J'y connaissais rien du tout. Pourquoi tout d'un coup cette subite passion pour les Par plantes? avec ma mère, on est allé se promener dans les Alpes. Ma mère a 102 ans maintenant. Bien. Donc, j'avais une quarantaine d'années. On est allé se promener dans les Alpes, elle m'a fait découvrir une orchidée sauvage. Et j'étais vraiment nul, mais je connaissais franchement rien. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, je me suis passionné, j'ai acheté des bouquins, j'ai lu, voilà. Et puis voilà, on s'embarque et puis on prend du temps, enfin voilà. Et depuis, c'est un travail aujourd'hui d'autodidacte, Voilà. Jacques Lagabriel, avec des implications dans des associations où j'imagine, là encore, vous en apprenez tous les jours. Voilà, après je me suis lancé dans la lichénologie, dans la botanique en lichénologie, général, l'étude des lichens. Et les lichens, Et les lichens, c'est des organismes symbiotes. C'est une association entre une algue et un champignon. Vous allez hurler, mais les gens appellent ça des mousses, quoi. Mais Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça dans n'a l'esprit rien à des voir. gens- Dans l'esprit des gens, quand on dit lichen, bon voilà, c'est plus compliqué, Voilà. quoi. Donc c'est aussi, comme dirait l'autre, pour arriver dans le monde des lichens tout seul, il faut déjà avoir fait d'autres choses avant, parce que c'est un peu compliqué au départ. Une fois qu'on est dedans, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, mais il y a quand même un cap pour un autodidacte comme moi qui est un peu difficile, parce qu'il y a des mondes qu'il faut aborder. Il faut aborder la chimie, il faut aborder la microscopie, donc il faut être équipé aussi en matériel, ce qu'on n'est pas quand on est jeune. Jacques Lagabriel, si votre maman vous avait emmené plutôt dans les Alpes découvrir une orchidée, si vous aviez eu peut-être plus tôt cette découverte du monde de l'environnement, de la nature, est-ce que vous auriez eu une autre vie? Est-ce que vous auriez fait d'autres métiers, un autre parcours? Disons que j'avais déjà un moment envisagé, quand j'étais jeune, les gardes forestiers. Déjà à l'époque, ça me plaisait, ça m'aurait plu. Et puis en fait, c'est ma vie professionnelle, puisque c'est par mon mariage que je suis devenu négociant en matériaux. C'est le hasard. J'aurais épousé quelqu'un qui aurait été dans d'autres domaines. J'aurais pu être boucher ou paysan, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Parce qu'il faut bien vous dire qu'à l'époque, on était ouvert. Enfin, moi personnellement, j'étais ouvert à tout. J'avais pas d'a priori. Et pas de regret pour le parcours que vous avez mené. Pas du tout, non, pas du tout. Toujours, faut de toute façon toujours regarder devant, jamais derrière. Et tout ce qui est bon
garder tout ce qui est bon et ce qui est plus dur, le repousser tout au fond de son cerveau. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Jacques Lagabrielle, j'imagine que assez aisément que, compte tenu de votre engagement, de ce qui vous arrive ici, près de Saint-Avold, où vous êtes menacé par des forages de gaz, allez, on s'attend pratiquement uniquement à un coup de gueule, non? Oui, c'est vrai que depuis toujours, je suis sensible à la nature, donc j'ai failli à un moment être garde forestier. Donc dès ma plus grande jeunesse, j'étais sensible à mon environnement et j'ai vu l'environnement se dégrader. Quand j'avais une quarantaine d'années, j'ai fait partie de la cartographie des orchidées sauvages de Lorraine. Donc j'ai participé à cette cartographie. Donc dans cette période-là, j'ai parcouru la région à partir de cartes d'état-major, enfin bref, et simplement en l'espace d'une vingtaine d'années, j'ai vu des tas d'endroits qui étaient porteurs d'une diversité floristique qui ont été disparus, soit par les drainages, soit par des labours, soit par des industries qui s'installent dans ces endroits-là. On avait par exemple des zones artisanales, des carreaux de la mine, des houillères, où il y avait des espèces intéressantes. Bon, il y a des entreprises dessus. Alors, franchement, pour autant, vous êtes vous-même chef d'entreprise. Voilà, donc de ce côté-là, moi, je n'ai rien à dire. Je veux dire qu'il y a des choses qui sont normales, mais je veux dire que globalement, on sait qu'on continue à polluer notre eau, on continue à polluer nos sols. La préfecture accorde systématiquement l'épandage des boues de stations d'épuration dans les champs des paysans. Les organisations paysannes encouragent leurs paysans à prendre les bouts de stations d'épuration. Ça, c'est un futur scandale. C'est un futur scandale. C'est des produits qui sont complètement hors normes. Ce qui est intéressant dans votre parcours aussi, Jacques Lagabrielle, c'est que vous êtes un chef d'entreprise, certes à la retraite, mais vous avez donc cette approche de l'entreprise, de l'économie. Et aujourd'hui, j'allais dire un peu sur le tard, vous découvrez ou redécouvrez peut-être l'environnement. Est-ce que, et on sait très bien qu'on oppose souvent les contraintes environnementales, notre président de la République encore récemment en a parlé, on considère l'écologie et la protection de l'environnement comme un frein au développement économique. Quel est votre point de vue précisément en tant qu'ancien chef d'entreprise sur cette approche-là? Pour moi, il y a des développements économiques qui sont bons et des développements économiques qui sont mauvais. Un développement économique mauvais, c'est de dire, par exemple, aux paysans que l'épandage, c'est très bien parce qu'il y a des matériaux qui leur permettent de faire mieux pousser leurs plantes, mais on ne leur dit pas qu'il y a des tas de saloperies derrière. Faire des forages pour les gaz de couche, c'est pour le rapport que ça peut donner par rapport aux enjeux écologiques, le danger ne vaut pas le gain. Donc il faut trouver un équilibre entre ce que l'entreprise va pouvoir créer de positif sur le long terme et ce qu'elle peut détruire sur de très très long terme pour des gains très faibles. Donc les houillères... Ça, c'est un raisonnement de chef d'entreprise. Oui, mais les houillères, à l'époque de 1850 jusqu'en 1960, il n'y avait aucune notion d'écologie. La population ne se rendait pas compte. Il n'y avait pas cette sensibilité. Maintenant, on sait. Avant, on ne savait pas. Et pour le gaz de couche, c'est pareil. Nous, on essaie d'informer pour que les gens sachent. On veut simplement que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Pour l'amiante, regardez le scandale de l'amiante. On le savait 20 ans, peut-être même un peu plus. Avant. Mais, et on n'a rien fait. Est-ce que vous avez le sentiment, Jacques Lagabrielle, que nos concitoyens prennent conscience précisément de l'importance de l'environnement? Parce qu'on sait aussi que pendant très longtemps, récemment encore, un ancien président de la République a expliqué que l'environnement, ça suffit, ça commence à bien faire. Est-ce que la population, vous avez le sentiment que nos concitoyens aujourd'hui prennent conscience de ces questions-là? Moi, je pense que les gens prennent conscience de plus en plus. Il y a une sensibilité environnementale qui est très nette. Par contre, on est en état de crise, donc les gens sont pris par leur travail, pris par leurs soucis et leurs contraintes. Et en fait, essaient de tourner la tête.
hein. Mais autant on va se scandaliser pour des forêts au Brésil ou des espèces qui disparaissent parce que c'est loin de chez nous et on va se scandaliser. Mais à côté de chez nous, il y a la même chose qui se passe, mais de façon beaucoup plus insidieuse. Donc en fait, il y a cette sensibilité qui monte, et on le voit bien. Le nombre d'associations, de livres sur les flores, des atlas du monde entier, il n'y en a jamais eu autant. Mais les politiques ne prennent pas l'envergure de cette demande. Merci Jacques Lagabriel pour toutes ces explications et votre accueil ici près de Saint-Avold. Merci à vous et surtout de faire connaître notre cause pour qu'on en parle, tout simplement. Comptez sur nous durablement. Merci. Pour en savoir plus sur les activités de l'association de protection de l'environnement local 57 pour le département de Moselle, rendez-vous sur appel57.jimdo.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Repenti de Renan Luce, paru sur l'album éponyme sorti en 2006, Les Corons de Pierre Bachelet, sorti en 45 tours en 1982, et enfin Knocking on Heaven's Door, frappé à la porte du paradis de Robert Zimmerman, alias Bob Dylan bien sûr, paru en 1973 sur l'album Pat Garrett and Billy the Kid. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.